Amis floydiennes, amis floydiens, j'ai envie de partager avec vous une partie des archives qui ont servi à la rédaction de Pink Floyd en France. Je ne vais pas passer en revue toutes mes archives, mais seulement les couvertures de magazines français où le groupe apparaît ou bien sur lesquelles il est mentionné. De l'aveu même de Nick Mason, le batteur, Pink Floyd n'aurait peut-être pas survécu sans le public français. Nous avons donc beaucoup tourné en France et nous sommes passés dans de nombreuses émissions. C'est un peu notre deuxième pays. La France a adopté notre musique très rapidement, contrairement à l'Angleterre, où notre base de fans n'était pas toujours très fiable. Je vais vous présenter uniquement des archives papier, pas de scan. En effet, j'ai envie de partager l'émotion du lecteur qui va au kiosque pour la première fois prendre des nouvelles de ses groupes favoris. Clin d'œil à Gilles Duhamel qui m'a raconté son été à Trouville et sa découverte du tout premier numéro de Rock et Folk, été 66. À l'ère du tout numérique, justement, j'aime imaginer ces magazines disposés sur des présentoirs ou une étagère, imaginer qu'ils ont été feuilletés, qu'ils ont circulé de main en main et qu'ils ont traversé plusieurs décennies pour se retrouver chez des collectionneurs de vieux papiers, des bouquinistes ou des passionnés. Vous allez donc découvrir 6 vidéos correspondant à divers moments floydiens, la période pré-Darkside et l'engouement du public français, la sortie de Darkside, la période Wish You Were Here, la sortie de Animals, la période The Wall, les carrières croisées de Waters et de Gilmour, et enfin quelques couvertures du groupe post-années 80. En octobre 67 paraît le tout premier livre français consacré à la pop. Elle est riche de 360 pages, contient 860 photos publiées chez Albin Michel. Dans les rédacteurs, il y a de futures plumes prometteuses telles que Philippe Adler, Alain Dister, Jean-Noël Cogge ou encore Philippe Coquelin. Au sommaire, un glossaire, un panorama de la pop en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en France, un chapitre sur la mode, le cinéma, les hit parades et même sur le LSD. Pink Floyd a une entrée à la page 222. Les voici. Alors que le groupe est quasiment inconnu dans l'Hexagone. Il est question de l'Azimut Coordinator, le système permettant de faire tourner le son dans les salles de concert. Il est aussi question du fait que l'on a interdit au groupe de jeter des fleurs dans le public, car quelqu'un pourrait marcher dessus et glisser et se faire mal. Sick. Le nom du groupe apparaît pour la première fois en couverture du magazine Best. C'est le numéro 1. Daté de mars 70. Hervé Muller titre « Jusqu'où iront les Pink Floyd ?» La photo est de Bruno Ducourant, on voit Nick Mason en pleine action, et ce numéro illustre en fait le concert des Champs-Élysées. Ummagumma était numéro 1 au best-op, on le voit ici, au best-op des 33 tours, certainement auréolé de son grand prix du disque de l'Académie Charles Cros. Et il était devant Let It Bleed des Rolling Stones. Hervé Muller relate un concert aux Champs-Élysées à Paris, au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Il est totalement béat et il écrit notamment « Il en est de la musique des Pink Floyd comme d'un poème de Baudelaire ou de Breton. Elle est belle, immensément belle, et la beauté qui s'en dégage se situe au-delà de l'aspect formel en dehors de lui. » Il en est plus que le support, il en est le prétexte. Muller note que Gilmour, G-I-L-M-O-R-E, Sick, a élargi sa palette et utilise des effets d'écho, de loop, et revient continuellement à son appareil pour manipuler les multiples boutons. Mason a complété sa classique double batterie par 2 énormes timbales et un petit gong, tandis que c'est au bassiste Roger Waters que revient la tâche de s'occuper de l'immense gong chinois qui occupe le milieu de la scène. Le laconique Rick Wright disparaît presque entre son vibraphone et son orgue, tandis que derrière lui, à une table encombrée d'appareils, officie leur ingénieur du son. C'est sur ces 2 hommes que repose la responsabilité des effets de stéréo, le fameux Azimut Coordinator, rendu possible par la présence de 4 baffles disposés dans la salle même. On admire la belle batterie de Mason avec son décor sur la grosse caisse. Le leader du marché de la presse rock française, c'est Rock et Folk, et il mentionne Pink Floyd en couverture le même mois.
Il y a une coquille amusante, c'est que la date indique mars 69 au lieu de 70. Une illustration de Jean-Pierre Villefort, assez ésotérique, agrémente un article exalté d'un certain André Maurice, intitulé « Pink Rose ». Dans cet article, il écrit notamment « Cette soirée est si différente de la musique telle qu'on a pris l'habitude d'en rendre compte et si proche de l'événement musical tel qu'on le rêve ». Maurice apostrophe les lecteurs lycéens avec force majuscule, transformant son compte-rendu en une espèce de tribune, une véritable explication de texte. Il écrit « L'œuvre, la sonate, le poème, ils ont foutu le camp. Ils ne sont plus pour vous », écrit en majuscule. Ce n'est pas que la misère ne vous atteint plus, mais c'est qu'enfin vous êtes capable d'aller plus loin que cette misère, que cette angoisse, et que vous savez que vous êtes devenu contagieux, écrit en majuscule. Il faut absolument conserver cette vocation de bonheur, écrit en majuscule. Manifestement, il n'avait jamais écouté la musique floydienne auparavant, mais il ajoute ceci. De mémoire de machiniste, on n'avait pas vu le théâtre des Champs-Élysées comble à ce point. La salle entière avait du talent. Elle applaudissait où il fallait, et même son silence était musique. Les Pink Floyd ont inventé le langage d'aujourd'hui, à l'image d'un monde où nous aimerions vivre demain, ni rouge, ni bleu, ni noir, ni blanc, mais rose tout simplement. Pink Floyd n'est pas en couverture de ce magazine, mais il m'a semblé important de mentionner Pop Music Super Hebdo, inspiré des hebdos anglais New Musical Express et Melody Maker pour le format et la périodicité. Ce magazine est aujourd'hui oublié, pourtant il n'y avait pas que Best et Rock et Folk à l'époque. Et il a souvent parlé du groupe. En préambule au concert du Palais des Sports de Lyon, Jean Maresca, le futur manager de Jean-Jacques Goldman, résume dans un article du 10 juin 71 tout le paradoxe du groupe dans son titre « Des intellos qui ont su toucher Monsieur Tout-le-Monde ». Vaste programme. Amusant alors qu'au Royaume-Uni, le groupe n'est pas du tout considéré sous le même angle à l'époque. Bref, quasiment 2 pleines pages au format A3, c'est sympa. Et le journaliste note, à raison ou pas, que Lyon est une ville bénie par les dieux. Recevoir Pink Floyd 2 fois en si peu de temps, alors que Paris ne les a vus qu'une seule fois en 2 concerts, il est vrai. Voilà qui est de la chance. Il paraît qu'à Lyon, le public écoute. Maresca rappelle les débuts du groupe au célèbre club UFO, où se regroupaient vrais et faux hippies, et tous les gens passionnés d'étrange et de surréalisme. Il écrit aussi, à la fin de Grantchester Meadows, sur Uma Guma, se trouve le fameux sketch de la mouche, une petite merveille sur le plan stéréo, et several species of small furry animals gathered together in a cave and groovingly depicted. Il va sans dire que le premier disque de cet album est de loin le plus excitant des deux, et que si les œuvres des artistes prises séparément sont assez riches, elles ne sont pas d'un grand intérêt pour le fan, plus habitué à entendre les harmonies de Astronomy que les gazouillis d'oiseaux pendant plus de 2 minutes. Retour à Best en juillet de la même année. Le mensuel consacre un poster géant en couleur avec une magnifique photo de Claude Gassian. C'est donc déjà la consécration. On voit cette magnifique photo dans le numéro 36 de Best. Le groupe est devant leur caravane. Voilà, ils ont l'air ravis d'être là. Le mois suivant, dans le numéro 9 du mensuel Extra, un peu oublié lui aussi, Bernard Guilcher relate en détail et sur 2 pleines pages le concert de Lyon mentionné précédemment. C'est ici, Pink Floyd de Lyon. Avec de belles images. On remarque une partie d'un orchestre symphonique sur une photo non créditée. Le prix des places est attractif,
d'après le journaliste, 15 francs pour les étudiants, ce qui explique sans doute l'exceptionnelle densité du public répartie sur 3 étages de gradins en forme de fer à cheval. Il remarque qu'un néon aux couleurs d'Europe 1 est resté allumé et a déclenché la colère de certains spectateurs. Le néon a donc été éteint. Il raconte d'autre part que le service d'ordre discret a laissé entrer les sans-billets, massés devant les portes. Le journaliste écrit « Dans la première partie, plusieurs titres de Atom Heart Mother et Ummagumma se succédèrent. Le charme de Pink Floyd se goûte encore plus quand, allongé sur un tapis, immobile, les yeux mi-clos, on ne pense qu'à un voyage total. La plupart des morceaux sont conçus sur une même trame, un début lent, puis la tension s'élève, et ce n'est que quand le public bascule au bord de l'impatience que le groupe se libère. » Poursuivons, c'est encore l'année 1971 et Super Pop Music Hebdo, dans son numéro 74 daté du 16 septembre, il propose à ses lecteurs lui aussi un poster géant, disons étonnant. Le voici. Hendrix. Poster étonnant, disais-je, sous la forme d'une photo retouchée de Gérard Bousquet, comme vous pouvez en juger. Délicieusement kitsch, isn't it? Poursuivons. Atom Heart Mother est sorti il y a déjà 1 an, et voilà que Meddle pointe le bout du micro-sillon. Au sommaire du numéro 59 de Rock et Folk, daté de décembre 71, il est question de Miles Davis, de Frank Zappa, de Gene Vincent, d'Alice Cooper, enfin bref, que du beau monde. Et dans ce numéro, eh bien, il y a une demi-page consacrée au nouveau Pink Floyd avec les titres de l'album One of These Days, Pillar of Winds, Fearless, Saint-Tropez, Seamus, Echoes. Rock et Folk l'annonce dès le mois de janvier 72 dans leur brique Telegram et son numéro 60. Pink Floyd commence une tournée en janvier et présentera à cette occasion un spectacle complètement renouvelé avec son nouvel équipement quadrophonique. En mars, dans le numéro 62 du fameux mensuel, le journaliste et photographe Alain Dister, originaire de Lyon, consacre un article riche de 3 pages, agrémenté de super photos de Daniel Ligeron, Jean-Pierre Leloir et de lui-même. Waters est bien mis en avant dans ce poster central, en couverture. C'est une période exaltante car le public et la presse ne sait pas encore qu'un disque monument est sur le point de sortir. En attendant, le contenu de l'article n'est qu'un historique de la carrière du Floyd et ressasse les clichés habituels du genre nouvelle époque au sein des drug cultures qui prolifèrent dans le milieu anglo-saxon où le Pink Floyd trouve sa part et son mot à dire, tout en étant annonciateur d'un bouleversement considérable. Un nouvel élément a fait son apparition depuis quelques mois, il s'agit de la quadrophonie, la séparation de 4 canaux au lieu de 2 pour la stéréo. Désormais, lorsque les dimensions et l'aménagement des salles le permettent, le Pink Floyd se produira avec un matériel quadriphonique. Cela signifie grosso modo qu'ils aimeraient jouer au milieu du public, sur une scène centrale avec la sono tout autour, devant et derrière le public, afin de l'immerger complètement dans leur univers sonore. On peut donc s'attendre à ce que le Pink Floyd apporte dans les prochains mois une dimension nouvelle à la musique d'aujourd'hui. Avant de découvrir la face sombre de la Lune, Pink Floyd fait un détour par la France pour enregistrer la bande-son d'un film de Barbet Schroeder intitulé La Vallée, Obscured by Clouds in English. La musique, largement meilleure que le film, a été enregistrée en banlieue parisienne, au fameux Château d'Hérouville, qui abrita les productions de Bowie, Iggy Pop, Elton John, les Bee Gees, Cat Stevens, T-Rex, Jacques Higelin. Et
Qui a pris la plume pour relater l'événement dans le numéro 17 du mensuel Extra, daté d'avril 72? Jean-Marie Leduc, qui est l'auteur du tout premier livre consacré à Pink Floyd en 1973. Le mensuel proposait un poster géant, qui n'est malheureusement pas dans cet exemplaire. Leduc raconte: pour La Vallée, les Pink Floyd ont conçu une musique de 50 minutes, mélangeant passages doux et moments plus durs. La rythmique est carrée et ressort plus qu'à l'ordinaire. Rick Wright utilise un synthétiseur Moog qui polit le son et augmente la puissance émotionnelle. Leduc raconte aussi que le groupe n'avait pas terminé ses compositions avant d'arriver à Héroïne et que Gilmour a composé en moins d'1 heure un morceau intitulé Quick Lesson, probablement Childhood End. Une tournée en France se profile pour le mois de juin. Il semble que le Pink Floyd veuille à la fois satisfaire son très nombreux public français et effacer les critiques qu'il a essuyées lors de son dernier passage à Lyon et qu'il n'a pas oublié. Quelques photos à l'intérieur du château d'Hérouville où il semble que Waters et Gilmour prenaient du bon temps. Ah, ce genre de publicité ne passerait plus maintenant, nous sommes d'accord. Pendant ce temps, Best publie en avril, dans son numéro 45, un reportage exceptionnel de Hervé Muller, qui est allé au Rainbow Theatre de Londres, où Pink Floyd était en résidence du 17 au 20 février, avec 9 tomes de matériel. Pink Rainbow, et encore Roger Waters, mis en valeur. Muller est lucide et synthétise parfaitement le statut du groupe en France. Si au début Barrett était effectivement l'inspirateur essentiel des morceaux chantés et des improvisations, l'influence de Waters sur la composition instrumentale était déjà considérable. Muller ajoute: on les a adulés, vénérés comme les grands maîtres de l'underground, et puis régulièrement, d'année en année, on les a dénigrés en annonçant que cette fois-ci c'était fini, ils étaient courts d'inspiration. Pourtant, ils sont toujours là, et après 2 soirées au Rainbow, j'étais définitivement convaincu que c'était pour longtemps encore. Les sons que Gilmour tire de sa guitare n'ont la plupart du temps plus grand-chose en commun avec ce que l'on entend traditionnellement de cet instrument. Il en est de même pour l'orgue de Rick Wright, sans compter l'usage de bandes magnétiques remarquablement discrets, si parfaitement intégrés à la composition que lorsque soudain un souffle de vent parcourt la salle, on s'y attendait presque. Belle photo de Gilmour, belle photo de Nick Mason. Le discret Rick Wright et Gilmour. Publicité à flouter, bien évidemment. Sans doute à cause de la spatialité de sa musique, on associe souvent Pink Floyd au monde de la science-fiction. La France est à cette époque une terre fertile pour ce genre littéraire. La revue Galaxy, créée en 1953, publie des romans à suivre et des nouvelles d'auteurs anglo-saxons et français. Dans le numéro 96 daté de mai 1972, Jean-Luc Fromental et Jacques Guillot questionnent David Gilmour sur ses goûts en matière de SF. Ce dernier reconnaît que les membres du groupe apprécient la science-fiction, mais lui-même avoue que la seule volonté de Pink Floyd est de créer des images, des atmosphères, et qu'il ne faut pas y voir de message ni de signification bien précise. Il ajoute néanmoins qu'il a vu 2001 Odyssée de l'espace 3 ou 4 fois, confirmant que Kubrick aurait voulu utiliser la musique du groupe, mais que cela causait trop de problèmes. Et dans Galaxy, une image non créditée de Gilmour, un dessin avec un long article donc, une longue interview sur plusieurs pages, agrémentée d'une discographie: Piper, Saucer Full of Secrets, Atom Heart Mother, Medal, More, Zabriskie Point.
On reste sur l'année 1972, le 27 juillet précisément, avec Maxi Pop, le journal de la pop musique, qui titre « On nous parle des Pink Floyd ». Et dans un long article, sur une pleine page A3 avec 2 belles photos, Alain Montous note que chaque disque de Pink Floyd vaut son pesant de béatitude et est savamment travaillé, ce qui explique que le groupe sorte si peu de disques. Il y en a quand même eu au moins un par an depuis 68 quand même, mais c'était une autre époque. Selon lui, cette conscience de toujours trouver mieux et non de briguer des succès commerciaux les a hissés au rang des Beatles. Lors de leur passage au théâtre des Champs-Élysées, les radios périphériques s'accordaient à reconnaître qu'ils se plaçaient en tête de la pop musique internationale. Montous note aussi que cette musique n'est pas facile d'accès et a fait parler des jeunes aux alentours de 18 ans en ces termes « ouais, on connaît, ça casse rien, il y a mieux ». Il est vrai qu'Obscured by Clouds ne nous enthousiasmera pas aussi rapidement que Popcorn. Seulement, lorsque celui-ci sera passé de mode, Obscured by Clouds continuera de plaire. Avant-dernier document consacré à la période pré-Dark Side, cette couverture de Maxi Pop avec, tiens, Waters et Gilmour. Photo que l'on doit à Philippe Frein. En décembre 72, Gilmour aura fait la couverture de toute la presse rock française, c'est-à-dire simultanément de Best et Rock et Folk. Était d'ailleurs amusant ce t-shirt. Little D, le texte entier sur le t-shirt. Little David was small, but oh my. Ce qui signifie en gros, David est tout petit, mais qu'est-ce qu'il assure? Roulement de tambour pour la dernière pièce de cette vidéo, avec, attention, Paris Match. En janvier 73, il titre « Les Pink Floyd, rois du pop ». Pink Floyd en couverture de Paris Match. Même énorme. Preuve que la notoriété grandissante du groupe auprès du grand public va croissant. Que trouve-t-on dans Paris Match? 4 pleines pages d'un article consacré aux nouveaux rois de la pop musique, dont Frank Zappa, les Grateful Dead, Led Zeppelin, David Bowie, Alice Cooper. Et donc Pink Floyd, dont seul le nom figurait en couverture de l'hebdomadaire. Le groupe s'apprête à donner un concert au Palais des Sports de la Porte de Versailles. 11 techniciens, 100 millions de francs, 9 tonnes de matériel. Le journaliste non crédité écrit « Un jour, 3 garçons d'une école d'architecture rencontrent un guitariste fanatique. Ils veulent être les architectes de la musique des temps modernes. Ils deviennent les Pink Floyd, ceux qui auront fait de l'ingénieur du son le roi de la musique actuelle. » Fichtre. Fait notable, le rédacteur souligne que le grand public, celui qui n'écoute pas Campus, ne regarde pas Pop 2, donc, ne connaît peut-être pas leur visage. Il indique que le groupe a vendu 800 000 disques en France et 10 millions de 33 tours dans le monde, pour 5 millions de 45 tours. D'autre part, il est indiqué que les performances avec les ballets de Roland Petit ont été un test concluant à la salle Vallier de Marseille, 5000 places, qui affichait complet pour toutes les représentations. Je retiens personnellement cette superbe photo de Nick Mason, qui est probablement l'œuvre de Jean-Pierre Leloir ou de Jean-Claude Deutsch. Voilà, c'était un survol de la période pré-Dark Side of the Moon à travers mes archives papier. J'espère que cela vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, on passera du côté obscur et gazéifié de la force floydienne. Shine on!
Cut.